Martin Seligman est l'un des plus grands chercheurs en psychologie de l'époque contemporaine. Il a fait, dès le début de sa carrière, dans les années 60, une découverte absolument fascinante. Il s'agissait d'une expérience avec des chiens. Il avait appris à des chiens à appuyer avec leurs pattes sur une manette, et cette manette permettait de désactiver un système qui envoyait aux chiens, par intermittence, des décharges électriques d'intensité moyenne. Alors, l'expérience est la suivante. Il va mettre tour à tour chaque chien dans une cage, il va envoyer des décharges électriques, le chien va appuyer sur la manette, ce qui va stopper les décharges électriques. Ça c'est ce qui se passe pour la moitié des chiens. Puis pour l'autre moitié des chiens, il va également les mettre l'un après l'autre dans la cage, sauf que la manette est désactivée. Le chien reçoit une décharge, il appuie sur la manette et les décharges continuent à arriver. Fin de la première partie de l'expérience. Deuxième partie de l'expérience, les chiens vont tour à tour être dans une cage du même genre, mais la porte, cette fois-ci, reste ouverte. La porte de la cage reste ouverte. Il y a juste une toute petite planche que les chiens peuvent très facilement passer. Et là, on va se rendre compte de quelque chose de très étonnant. Les chiens qui avaient appris à se servir de la manette et qui avaient constaté que la manette fonctionnait, ils pouvaient avec leurs pattes stopper les décharges, cette fois-ci, bien sûr, comme la porte est ouverte, ils bondissent hors de la cage dès qu'ils reçoivent une décharge. En revanche, les chiens qui s'étaient trouvés dans l'incapacité de stopper les décharges avec leur manette, quand ils se retrouvent dans cette situation où ils reçoivent à nouveau des décharges avec la porte ouverte, cette fois-ci, 80% d'entre eux s'assoient et subissent les décharges électriques. Alors pourquoi c'est une découverte fascinante? Parce que jusque-là, les psychologues, les chercheurs étaient convaincus du fait que ce qui déterminait le comportement des animaux et des humains, c'était soit la recherche du plaisir, soit l'évitement de la douleur, d'où toute la pensée behavioriste qui consistait à dire qu'on pouvait conditionner quasiment les enfants ou les adultes à observer n'importe quel comportement utile parce que les comportements n'étaient déterminés que par ça. Recherche du plaisir, évitement de la douleur. Mais quelle est la motivation du chien qui reste assis à subir des décharges alors que la porte est ouverte? Et c'est ça la première grande découverte de Seligman, c'est qu'il y a un troisième déterminant fondamental du comportement qui est le découragement. Alors, en effet, il va faire les mêmes expériences sur des êtres humains, sauf qu'au lieu de leur envoyer des décharges électriques, il leur envoie des sifflements très stridents, pénibles, que les gens peuvent en principe arrêter en appuyant sur un bouton. Et quand le bouton ne marche pas, et bien ensuite, dans les différents exercices qu'il fait faire aux gens, les gens sont complètement abattus, découragés, pour la plupart d'entre eux, et ne cherchent même pas à réussir. Alors, ça renvoie évidemment à la question à l'école de l'élève qui va être confronté tous les jours à des situations qui peuvent mettre en jeu le découragement. Par exemple, l'enseignant pose une question, je vois mes camarades qui lèvent la main parce qu'ils connaissent la réponse, ils veulent répondre, et moi, je n'ai aucune idée. Comment est-ce que je vais réagir à ça? Est-ce que ça va me donner envie de travailler davantage ou ça va plutôt me décourager? L'enseignant distribue les copies après un contrôle. Je vois que j'ai une mauvaise note, une note moins bonne que celle de mes camarades. Est-ce que ça va me motiver ou me décourager? Et Seligman va se rendre compte qu'en fait, ce qui va déterminer justement ce comportement de s'accrocher ou de se décourager, c'est l'attribution causale, c'est-à-dire quelles sont les causes auxquelles l'élève va imputer la situation. Soit, par exemple, une façon d'analyser un échec, c'est je ne suis pas fait pour l'école. C'est-à-dire que c'est une attribution causale qui est interne, c'est moi, c'est permanent, ça ne changera jamais, et c'est très général. Inversement, si l'élève attribue à la situation des causes qui sont des causes en partie internes, mais aussi en partie externes. C'est le prof qui a donné ce sujet, je ne pensais pas que ça serait celui-là, etc. Des causes temporaires, oui, mais en ce moment, il y a telle chose, mais ça va changer. Des causes très précises, peut-être que je n'ai pas bien travaillé sur tel aspect précis. Et bien à ce moment-là, l'élève va davantage s'accrocher. Donc, ce que montre Seligman, c'est que le découragement, c'est un déterminant clé du comportement et il est provoqué par des attributions causales défavorables. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire, la première chose que montre la science, c'est que la parole de l'adulte vis-à-vis de l'élève, elle est déterminante parce que selon le type de commentaire que va faire l'adulte, l'enseignant ou le parent, à un élève, eh bien, ça peut orienter vers des attributions causales, encore une fois, du type « je ne suis pas fait pour l'école » ou au contraire, en travaillant sur telle chose précise, je peux m'améliorer. Et puis, ça renvoie aussi à des choses plus générales et parfois très contre-intuitives. Par exemple, la chercheuse française Céline Darnon a travaillé sur
les conséquences de la croyance dans ce qu'elle appelle la méritocratie scolaire. C'est-à-dire, au fond, est-ce que à l'école, les résultats sont liés à la condition sociale des parents, par exemple, ou est-ce que les résultats à l'école sont liés au mérite et reflètent le mérite des élèves? Eh bien sûr, si l'élève croit que les résultats, c'est lié uniquement à la condition des parents, et si lui-même il a des parents qui n'ont pas fait d'études, il va se désespérer, il va se décourager très facilement. Bien entendu, il ne faut pas encourager ce qu'on va appeler le fatalisme social. Mais ce que montre Céline Darnon, c'est que quand un élève croit que l'école est méritocratique, que tout le monde peut réussir et que les notes reflètent le mérite, eh bien, cela provoque aussi un découragement parce que l'élève va avoir tendance à culpabiliser et à penser que s'il réussit moins bien que les autres, c'est lié à lui et à ses caractéristiques personnelles et permanentes. Donc, on est vraiment sur un sujet extrêmement complexe et à très fort enjeu, et la capacité à aider l'élève à bien interpréter, donc de façon utile, productive, actionnable, les situations d'échec ou les situations de comparaison sociale difficiles que l'élève va expérimenter, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement important pour la réussite scolaire. Voilà, en quelques mots, ce qu'on pouvait dire en introduction de cette science fascinante qui est la science du découragement.